Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Il est l'un des philosophes contemporains les plus respectés, les plus reconnus et certainement les plus prolixes. Professeur à Stanford University jusqu'à l'année dernière, membre de l'Académie française depuis 1990, il observe et il décrypte notre société et ses mutations techniques, ses mutations technologiques, notre société de consommation qui est devenue une véritable messagerie universelle de Hermès à Hergé, le monde vu par Michel Serres. Michel Serres, bonjour. Bonjour. On a 52 minutes pour passer de Hermès à Hergé. Je ne sais pas comment nous allons faire. 2 H, c'est rapide. On va y arriver. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Avec la plaisir. seconde fois dans VIP. La dernière fois, c'était il y a déjà quelques années. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, on l'enregistre avec pas mal d'avance. Il y a le démantèlement de la jungle de Calais aujourd'hui. Et ça m'a tout de suite fait penser à vous et à l'enfance que vous avez eue. Vous êtes né en 1930 à Agen, et les premiers souvenirs que vous avez, ce sont les réfugiés espagnols. Oui, c'est-à-dire nous vivions d'abord sous l'emprise de la guerre d'Espagne, ce qui est une abominable boucherie, vous vous rappelez. Et donc nous avions là une petite vague, mais une vague vraiment importante de réfugiés espagnols, et des deux camps, c'est-à-dire aussi bien des blancs que des rouges, qui racontaient à peu près les mêmes horreurs. Bon, l'un sur l'autre, évidemment. Et à partir de là, 2 ans après, ou 5 ans après, il y a eu la grande vague des réfugiés du Nord, c'est-à-dire de la Blitzkrieg, c'est-à-dire des Belges, des Alsaciens, des gens du Nord en général. Et par conséquent, toute ma jeunesse a été baignée dans une sorte de mélange extraordinaire dans les classes, où il y avait aussi bien des Alsaciens, des Espagnols, des Italiens parfois qui venaient du régime de Mussolini, qu'ils avaient quitté, etc. Donc j'ai baigné parmi les migrants, comme on dit maintenant. Et il faudrait mieux les appeler des réfugiés, parce que c'est plutôt des réfugiés politiques qui fuient l'horreur des guerres. Et ce qui se passe aujourd'hui en France et partout en Europe, ça vous rappelle ces années-là, les années 30, les années 40 ? Oui, si vous voulez. Ça, c'est parce que vous m'interrogez sur ma jeunesse. Mais je peux m'interroger, moi, sur la jeunesse de nos pays. Lorsque les Romains, par exemple, parlaient de leurs origines, ils parlaient de la migration des Troyens battus, c'est-à-dire c'est le prince aîné qui arrivait du Moyen-Orient et qui fondait Rome. Lorsque les Grecs parlaient de leurs origines, ils parlaient des Ioniens venus du Nord, etc. Et par conséquent, regardez simplement la Bible. La Bible, Abraham vient d'Our en Chaldée et le peuple hébreu célèbre tous les ans, dans la fête des tentes ou des tabernacles, la traversée du désert, c'est-à-dire l'Exode. Donc, encore des migrants, vous voyez. Et donc, si nous sommes les héritiers des Latins, des Grecs et des Hébreux, nous sommes les héritiers de migrants. Écoutez, je vais vous faire une sorte de confidence. Je m'appelle Serres. Et c'est l'équivalent du Sierra espagnol qui veut dire la montagne. Or, Sierra et Serre, qui veut dire la montagne, Serre-Ponçon, Serre-Chevalier en France, n'est pas du tout latin, c'est montagne le latin. Et il semble bien que Serre vient Uralo-altaïque, c'est-à-dire quelque chose comme Gengis Khan ou Attila. Et je suis un migrant, vous voyez ce que je veux dire ? D'une certaine manière, nous sommes tous des migrants. Il y a très peu d'autochtones. Nous sommes tous. J'ai sur mes genoux, Michel Serres, 3 livres. Je remercie les éditions du Pommier, qui sont des véritables partenaires pour cette émission et en tout cas pour vos livres. 3 livres sur lesquels je vais m'appuyer, dont on va parler dans l'émission. Darwin, Bonaparte et le Samaritain, qui est un de vos grands succès. Il y a Petite Poussette, évidemment, mais alors celui-là, ça a été un tel succès que tout le monde le connaît. Un petit nouveau... Michel Serres, Hergé, mon ami, et on parlera de votre ami Hergé. Et puis ce très beau livre qui est vraiment ce qu'on peut appeler un livre de Noël, la réédition, alors on peut dire comment en format augmenté, amélioré de la légende des anges, Hermès Gabriel Turing, aux éditions du Pommier aussi. Et ça, c'est aussi un très très joli livre à offrir pour Noël. On reviendra sur ces 3 livres. Moi, je voudrais revenir sur la violence, qui est un thème que vous avez beaucoup travaillé, la violence qui a traversé, j'allais dire votre enfance, mais vos enfances. On vient d'en parler, à toute cette génération. Et alors, je me suis demandé si c'était pour ça que vous étiez devenu philosophe. Est-ce qu'il y a besoin de donner un sens à ces cadavres, à cette violence, à tout ce sang ? En grande partie, oui, parce que je suis de cette génération-là qui a connu donc la guerre d'Espagne, la Grande Guerre, la Shoah, et puis Hiroshima. Et Hiroshima, c'est très important pour la raison suivante. C'est que
j'étais scientifique d'origine. Et donc, la génération qui m'a précédé et la mienne ont été très, très bousculées, bouleversées par Hiroshima pour une raison très simple. C'est que nous tous, la génération en question et la mienne, étions les enfants des Lumières, les enfants d'un certain scientisme, et nous pensions que la science était toute bonne et seule bonne. Du progrès pour le bien. C'était le progrès pour le bien, pour le confort, pour la santé, etc., pour les réussites de tous ordres. Et tout d'un coup, le programme de Manhattan Project, et puis Little Boy, la bombe qui explose à Hiroshima et qui réexplose à Nagasaki. Et là, il y a eu une crise de conscience gigantesque. Et je connais même des physiciens qui ont quitté la physique et qui ont fait de la biochimie. Et beaucoup de progrès de biochimie ont été le fait de physiciens qui avaient quitté leur métier. Donc, une crise de conscience formidable. Et quand on me demande pourquoi je suis philosophe, je réponds volontiers que je suis l'enfant d'Hiroshima. Je crois que c'est à cause de ça. Il y a quelqu'un d'autre de votre génération dont j'aimerais parler, c'est le deuxième RG de votre vie. C'est René Girard, initial RG, qui nous a quittés en 2015 le 4 novembre. Et René Girard, qui était aussi professeur à Stanford, qui était un de vos grands amis. C'était mon collègue, en effet. J'habitais chez lui. Voilà. Et c'est lui qui vous a reçu à l'Académie française. Non, c'est moi qui C'est vous qui l'avez reçu à l'Académie française, pardon, oui. C'est l'inverse. Et il y a cette phrase que vous avez dite, et je voudrais, que vous avez dite à René Girard, et je voudrais la citer dans votre discours. Les émotions profondes propres à notre génération, donc à celle de vous deux, bien sûr, nous donnèrent un corps de violence et de mort. Voilà pourquoi, monsieur, vous et moi, mêlés à notre corps de guerre, avons reçu de cet âge une âme de paix. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'avais dit cette phrase bien avant de la prononcer à propos de l'entrée de René Girard à l'Académie française. C'était un jour assez paradoxal où j'étais invité au Texas, dans une université texane, à l'époque où il y avait une tension franco-américaine et où on nous traitait de lâches parce que on n'avait pas voulu faire la guerre, vous savez, à cause du discours à l'ONU. Et de façon un peu violente, le chairman qui m'avait invité devant tous les étudiants et les professeurs m'a dit « Mais qu'est-ce que vous pensez de la décision de votre gouvernement de ne pas vouloir faire la guerre ?» Alors je lui ai dit ça. C'est mes sorties comme ça. Je me suis levé et j'ai dit, regardez-moi, regardez mes épaules, regardez mon tronc, regardez mes genoux, mais je suis un corps de guerre. Vous n'avez pas connu la guerre, aucun d'entre vous. Mais c'est pour ça que j'ai une âme de paix. Voilà, c'est exactement ça. C'est une phrase qui est très forte, en tout cas. Oui, en tout cas, c'est la vérité. Ça décrit absolument non seulement ma génération, mais moi-même. René Girard, je voudrais juste qu'on évoque son souvenir. C'était quelqu'un d'important, c'était votre grand ami. Et en faisant des recherches sur Internet, tout simplement, messagerie universelle s'il en est, je suis tombée sur une soirée de mémoire que vous avez faite, c'est sa famille et vous, qui était le 15 février 2016 à Saint-Germain-des-Prés à Paris, où ses neveux et nièces, tous musiciens, ont joué les sept paroles du Christ. Et vous étiez c'est plus que récitant. Oui, c'est-à-dire que les 7 paroles du Christ ont été composées, les 7 dernières paroles du Christ, merci, sur la croix ont été composées par Joseph Haydn sous la commande d'un archevêque ou cardinal de Grenade dans le sud de l'Espagne. Et depuis lors, on jouait ce texte-là, mais les paroles, c'était « J'ai soif » ou « Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc la parole était un peu brève. Et le quatuor isaïque, lorsqu'il existait, m'a demandé de composer un texte qui serait le texte interstitiel des 7 paroles commentées par Joseph Haydn. Alors, au début, j'ai refusé parce que c'était un peu dur d'être bloqué entre Saint-Matthieu et Haydn. C'est une position pas très confortable. Mais j'ai fini par le faire et donc j'ai composé ce texte-là. Et je suis tombée sur une parole que j'ai retrouvée à travers plusieurs de vos écrits, donc je pense qu'elle vous travaille particulièrement, qui est une des 7 dernières paroles du Christ. « Père, pardonnez-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Et ça, c'est une phrase que vous remettez souvent, Michel Serres. Pourquoi elle vous interpelle particulièrement, bien sûr, pour la mort d'un ami, mais pourquoi, dans d'autres circonstances, elle vous interpelle? Eh bien, si vous lisez bien mon dernier livre, qui s'appelle Darwin, Bonaparte et le Samaritain, je divise l'histoire humaine en 3 parties, et il y a une partie centrale où je peux répondre à votre question. Savez-vous, cher ami, que d'après une estimation d'un historien qui devait vivre dans les années 1880, il avait calculé qu'entre 3500 avant Jésus-Christ et son époque à lui, l'humanité n'avait passé que 7 à 8% de temps en paix. En paix. C'est-à-dire que la guerre de tous contre tous était perpétuelle. C'était l'état normal, finalement, du monde. L'état normal. Oui. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que ma 3e partie parle du temps actuel et il dit que ça fait 70 ans que nous sommes en paix. Et que, comme les historiens et les politiques n'ont l'habitude de lire les événements qu'à travers les phénomènes de violence, il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne savons plus tellement lire le temps actuel parce que précisément il est en paix. Voyez, et tout le monde ne parle que de violence, mais la violence ne cesse que de baisser. Et si vous tapez sur Internet « cause de mortalité dans le monde », vous allez vous apercevoir que la cause la plus basse de mortalité aujourd'hui dans le monde, c'est guerre, violence, terrorisme. Mais personne ne le dit. Et par conséquent, je restitue dans ce livre la vérité statistique sur ce problème-là. Et donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça voulait dire que toute l'histoire précédente était une histoire de guerre perpétuelle, sans qu'on sache vraiment la sottise dans laquelle nous débattions. Alors, au cas où les gens n'auraient pas encore lu ce livre que je trouve formidable, Darwin, Bonaparte et le Samaritain, pourquoi? Je vais vous lire les petites lignes entre. Darwin raconta faune et flore. Bonaparte, parmi les cadavres sur le champ de bataille, prononça, une phrase invraisemblable, « Une nuit de Paris réparera cela ». Quant au Samaritain, il ne cesse de se pencher sur la détresse du blessé. Voilà 3 personnages qui scandent 3 âges de l'histoire. Voilà. Ouais. On les reprend un par un. Si vous voulez. On insistera sur le Samaritain parce qu'on le retrouve après chez Hergé, le Samaritain. Oui, Darwin, incontournable évidemment. C'est très simple. C'est que l'histoire parle en général de la mémoire. L'histoire célèbre la mémoire, pratique la mémoire et fait des lieux et des temps de mémoire. Mais elle oublie beaucoup de choses. C'est que nous dépendons de notre corps. Notre corps a été formé comme un organisme vivant. Il fait donc partie de l'évolution des vivants. Donc l'évolution des vivants fait partie de notre histoire. Mais nous dépendons aussi de tous les êtres vivants, faune et flore, pour la nourriture, le vêtement, etc. Donc c'est les conditions de notre vie. Par conséquent, toute l'évolution darwinienne devrait faire partie de notre histoire propre, puisque nous ne serions rien sans faune ni flore. Mais nous ne serons rien non plus sans l'existence de notre planète, de l'habitat, du climat, etc. Donc l'histoire de la planète devrait faire partie de notre histoire. Donc je réintègre dans l'histoire humaine l'ensemble. Alors, pour une raison encore plus simple, c'est que les historiens disent, et ils ont raison, que l'histoire commence avec l'écriture. Bien précisément, toutes les sciences, depuis environ 50 ans, trouvent des traces d'écriture ou de code qui sont en train de décoder pour à la fois les fossiles, pour le climat, pour les carottages dans les glaces, etc. Et par conséquent, cette écriture-là fait partie du décodage de l'histoire. Donc la première partie, je fais réintégrer toute cette histoire-là du monde et des vivants dans notre propre histoire. Et c'est pour ça que vous dites, le premier âge, donc celui-là, est plus long qu'on ne le croit. Et alors voilà. Le deuxième, donc on est à Bonaparte pour ceux qui suivent, pire qu'on ne le pense. Et oui. C'est pire que ce qu'on pense. Et oui. On pense déjà que c'est terrible. Et oui, je reprends le calcul dont j'ai parlé tout à l'heure en disant que sur 3 ou 4 000 ans, alors je dis d'abord que nos anciens et moi-même, nous n'avions comme passé récent que 4 000 ans. On remontait à Abraham, disons en gros. Mais maintenant, nos enfants, petite poussette, a derrière elle un passé de 13 milliards d'années. Vous voyez, c'est quand même tout à fait différent. Alors bon, dans cet intervalle-là où l'homme intervient, qui est l'histoire de l'homme, eh bien,
le chiffre dont je vous ai parlé tout à l'heure est un chiffre fatal. C'est-à-dire 6 à 7 à 8% de temps de paix, c'est terrifiant. Et ça se vérifie pour des nations comme les États-Unis, comme l'Europe, etc. Et encore, ce calcul a été fait en 1880, alors que le XXe siècle est le siècle le pire de l'histoire du point de vue de la violence. De l'histoire de l'humanité, bien sûr. Par conséquent, c'est pire encore. Le chiffre ça réduirait à quoi? 5%, 4%? Voilà, 4 ou 5%. Voilà. Et par conséquent, cette période-là est la période de la guerre perpétuelle. Et c'est vrai que parmi les 7 paroles du Christ, la plus importante à ce point de vue, c'est pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc vous la mettez en balance avec celle de Bonaparte qui dit « Une nuit de Paris réparera tout cela ». Il n'y a rien de plus ignoble qu'une parole pareille. Quand on passe à cheval un champ de bataille couvert de cadavres, de milliers de cadavres, et qu'on a l'audace de dire, ou le mépris vital de dire qu'une nuit d'amour dans Paris réparera tous ces morts-là, il faut être quand même d'un darwinisme social abominable. Oui. D'une cruauté en tout cas sans nom. Le jour où les Parisiens visiteront le tombeau de Napoléon, en se disant c'est la même chose que les moscovites visitant le tombeau de Lénine, alors quelque chose aura changé en France. Voilà. Troisième âge, celui du Samaritain, meilleur qu'on ne le dit. Eh bien voilà. Donnez-nous un peu d'espoir, parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste, Michel. Alors voilà. Donnez-nous un peu d'espoir. Vous savez qu'on parle tout le temps des 30 glorieuses, n'est-ce pas? Puis après, il y a les 30 désastreuses ou les 30 piteuses derrière. Oui, d'accord. Mais moi, je parle des 70 paisibles. Ouais. C'est-à-dire, depuis 70 ans, nous sommes en paix. C'est-à-dire, mes enfants, mes petits-enfants, mes étudiants n'ont pas d'ennemis. Et un jour, étant à Stanford, dont vous parliez tout à l'heure, j'avais découpé dans le San Francisco Chronicle une image, et j'avais présenté cette image aux étudiants en disant « Dites-moi, chers amis, quelle est la caractéristique extraordinaire de cette image, unique dans l'histoire ?» C'était Bush, Blair et Aznar, je crois, l'espagnol, qui s'étaient réunis dans je ne sais plus quelle île de l'Atlantique pour décider de la guerre du Golfe. Dites-moi. Et ils n'ont pas su. Et je dis, c'est la première fois dans toute l'histoire que des chefs d'État décident de la guerre sans l'avoir jamais connue. Nous ne connaissions pas. Vous voyez, aujourd'hui, nos chefs d'État n'ont jamais connu la guerre. Le dernier, c'est Chirac qui l'a connu. Le dernier, c'est Mitterrand qui l'a connu. À partir de là, ils n'ont plus connu. Et c'est pareil pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour les États-Unis, etc. Donc, 70 ans paisibles, premièrement. Deuxièmement, une sorte de révolution extraordinaire arrive dans les années 50, et la révolution que j'appellerais médicale ou biochimique. À partir de là, si vous voulez, l'espérance de vie se met à bondir, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous, les compagnons, les femmes avaient 84 ans, je crois, d'espérance de vie, et nous, 79, vous voyez, ce qui change tout. Mon arrière-grand-père, lorsqu'il se marie avec mon arrière-grand-mère, jurait fidélité à sa femme pour 5 ans. Oui, aujourd'hui, Petite Poussée se mariant avec Petit Poussée, jure fidélité pour 60 ans. C'est pas tout à fait le même mariage. Non. C'est le même mot, mais c'est pas la même chose. Parce que le corps a changé, la durée de vie a changé, le rapport à la mort a changé, le rapport à la naissance a changé. Donc, bouleversement complet du corps humain et de la vie humaine. Donc, cet âge-là est tout à fait nouveau par rapport à tous les autres. Nouveau pour la paix, nouveau pour la vie. Et ensuite, nouveau par l'arrivée des nouvelles technologies. Alors, j'appelle ça l'âge doux, en traduisant, si vous voulez, le mot soft, si vous voulez. Mais il est évident, depuis la guerre d'abord, où les premiers ordinateurs arrivent, 50-55, et surtout à partir de 95, quand les premiers ordinateurs portables et les téléphones portables arrivent, tous les métiers se mettent à changer, toutes les relations humaines se mettent à changer, et même les institutions. Et les crises que nous vivons aujourd'hui sont en grande partie dues à cet âge doux. Il est doux 3 fois, par la paix, par la santé et par les nouvelles technologies. Et le Samaritain, il peut s'exprimer dans cet âge doux, lui qui ne cesse de se pencher sur la détresse. Et le Samaritain, c'est le héros de cette seconde partie, c'est-à-dire de la santé. C'est-à-dire, je dis qu'un des héros de notre temps, c'est le médecin. Le médecin est le héros de notre temps, ou
le biochimiste également, parce qu'aujourd'hui, les prix Nobel de médecine sont donnés surtout aux biochimistes, vous voyez. Bon, par conséquent, oui, le Samaritain est le héros de notre temps, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, quand on lit, alors avec beaucoup de plaisir, Hergé, mon ami, où vous rendez hommage à cet ami de vieillesse, comme vous dites, vous vous êtes rencontrés sur le tard quand même. Hein, nous nous sommes connus Hergé, sur le tard, oui, c'est vrai. Alors vous faites partie de ceux qui ont découvert Tintin, pas comme moi, Tintin existait déjà en catalogue. Oui. Vous l'attendiez toutes les semaines. Ah oui, bien sûr. Parce que les épisodes de Tintin... J'ai connu Tintin avant la guerre, voilà. avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 36-37, dans Cœur Vaillant. Dans Cœur Vaillant, qui était un hebdomadaire catholique. Et quand Tintin tombait à l'eau dans un épisode, il fallait attendre une semaine pour savoir si elle allait se noyer ou pas. Il fallait attendre une semaine pour savoir s'il n'était pas mort. Oui, a priori, il n'était pas mort. Mais... Oui, mais on ne le savait pas. On ne savait pas. Il fallait quand même savoir comment il allait s'en sortir, et ça, vous le racontez formidablement. Et alors, on va parler d'Hergé, mais je voudrais juste rester un moment, Michel Serres, sur la figure du bon samaritain, parce qu'il apparaît complètement. Et j'avoue que grâce à vous, je ne vais plus jamais lire Tintin au Tibet de la même manière. Ah, bien sûr. Parce que vous dites, le bon samaritain, on s'attend toujours à ce que ce soit un homme. Attendez-vous à ce que le bon samaritain puisse être parfois quelqu'un que vous jugez mauvais, voire même un animal, comme le Yéti. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque de Jésus, le samaritain était l'ennemi public numéro un. C'est-à-dire les samaritains étaient contre les juifs parce qu'ils avaient un autre temple, une autre religion qui était concurrente. Et les juifs orthodoxes ne passaient pas par la Samarie, jamais. Ils traversaient, donc le Samaritain était l'ennemi. Donc la parabole évangélique du bon Samaritain veut dire le plus affreux homme du monde peut être bon. Voilà. Et ça, évidemment, c'est une parole considérable et qu'on retrouve tout simplement dans Hergé parce que, au fond, cet abominable homme des neiges, nous le connaissions, cher ami. C'est le Ranco de l'île Noire. Vous vous rappelez ce gorille qui fait peur à tout le monde? C'est le King Kong, bien entendu. Et ce gorille qui fait peur à tout le monde, tout d'un coup, il est transposé dans l'Himalaya. C'est le Yéti, si vous voulez. Et il est évidemment l'homme charitable, secourable, hospitalier, etc., qui sauve la vie de Chang, etc. Et donc, il pratique toutes les vertus. Et par conséquent, c'est bien le bon samaritain, puisque l'abominable homme des neiges est bon. Voyez. Mais ce que je trouvais dur, moi, tenez, on le voit, l'abominable homme des neiges sur l'image, ce que je trouvais dur, moi, dans Tintin au Tibet, c'est que personne ne prenait en compte les larmes de ce Yéti qui perd son ami, et vous le dites, et c'est la première fois que quelqu'un pense comme moi, Michel Serres, il dit, mais enfin, quelqu'un a vu les larmes de ce Yéti, alors que tout le monde est content que Chang soit récupéré, bien sûr. Et puis on ne dit même pas merci au Yéti. Pauvre Yéti qui pleure, quoi. Oui, et il n'a plus d'amis, etc., bien sûr. Mais ça, Hergé l'a vu, parce que la dernière image est absolument déchirante, extraordinaire. Vous voyez, le Yéti en train de pleurer, de voir partir son ami Chang, qui considère être sauvé. Tout le monde croit qu'il est sauvé. Et oui, mais d'accord, mais l'abominable des neiges, qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'a plus rien, il n'a plus d'amis. Et d'ailleurs, vous dites peut-être que le Yéti va aller le chercher dans la communauté des hommes. Qu'est-ce qui se passerait s'il allait le chercher? Pour le sauver des hommes. Oui, c'est peut-être ça on le mettrait en prison, certainement. Mais moi, j'avais jamais vu... Mais si le Christ revenait, on le mettrait en prison, vous savez bien. Vous pensez? Mais bien sûr que oui. C'est écrit, que je sache, par Dostoïevski dans Le Grand Inquisiteur, bien sûr. J'avais jamais vu, très honnêtement, Michel Serres, la portée philosophique d'albums comme ceux de Tintin. Et vous, quand vous expliquiez son œuvre à Hergé, on a toujours besoin qu'on nous explique notre propre œuvre, quelque part. Il vous regardait en disant « Ouais, d'accord ». Non, il disait pas ça. Il disait, non, mais ça... Michel, mais je ne suis pas si intelligent que tu crois. Parce que c'était un homme délicieux et surtout modeste. Il avait l'humilité des créateurs. Et des génies, vous dites de génie quand vous parlez de lui. Qu'est-ce que c'est qu'un génie pour vous? C'est un homme qui réussit à faire de son œuvre une œuvre vivante longtemps. C'est-à-dire que le plaisir que je prenais moi-même pour lire les albums page à page, comme vous le disiez tout à l'heure, je vois mes arrière-petits-enfants le prendre ventre à terre tous les dimanches quand ils passent à la maison. Vous voyez. Et donc c'est quand même une sorte de constance extraordinaire dans le lectorat, n'est-ce pas? Alors que la plupart des auteurs qui ont écrit dans les années 35 sont très largement oubliés, sauf très très rares exceptions. Pourquoi vous l'associez à la couleur blanc, Hergé? C'est-à-dire que on peut reprendre, si vous voulez, Tintin au Tibet,
Et dans Tintin au Tibet, cette espèce de blancheur, Oui. c'est un peu virginal, si vous voulez, mais ce n'est pas tellement ça. La couleur blanche, c'est la chose suivante. Oui, parce qu'au Congo, c'est moins blanc au Congo. Hein. Oui, mais est-ce que vous vous souvenez, ça existe encore parce que je l'ai vu récemment dans certaines capitales d'Amérique du Sud, de ces foires où les photographes vous proposent d'être, je ne sais pas moi, un conquérant romain, par exemple, avec un trou dans la tête. On met la tête dans le trou. On passe la tête. Oui, ça existe. C'est connu. Bien sûr. Eh bien, Tintin, si vous regardez la tête de Tintin, c'est ce trou-là précisément. Il y a presque rien, quelques petits traits, et donc on peut passer la tête par le trou de la tête de Tintin, et on peut se prendre effectivement soi-même pour Tintin. Oui. Et ça, c'est un coup de génie, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris d'Hergé, finalement? Mais, les grandes œuvres sont inusables. C'est-à-dire les grandes œuvres sont comme des artichauts ou des oignons. Vous enlevez une écaille, il y en a encore. Vous enlevez une feuille, il y en a encore. Et bon, j'ai écrit Tintin, enfin Hergé, mon ami, je suis certain. D'ailleurs, c'est une réédition, et on m'a demandé d'écrire des textes, et j'ai recommencé à écrire des textes avec la même fraîcheur que j'avais quand mon ami est mort, il n'y a pas de doute. C'est inusable. Voilà. Vous dites aussi que ça n'a pas été le plus simple d'écrire sur votre amitié, parce qu'il y a de la pudeur. Oui, c'est très difficile d'écrire sur l'amitié. D'ailleurs, il y a un homme qui a eu un ami, c'est Montaigne, et il disait d'Étienne de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il n'a jamais su dire mieux que ça. Eh bien, quand on a un ami très cher comme j'ai eu Hergé, je crois que je ne peux pas dire autrement que parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et même, je dirais peut-être plus que Montaigne, moi. Parce que quand même, je me disais toujours, comment se fait-il qu'un tel génie ait porté les yeux sur moi qui ne suis rien du tout? Parce qu'il vous a invité à Bruxelles, chez lui, après une correspondance déjà nourrie entre vous deux. D'ailleurs, votre première rencontre est à hurler de rire. C'est ça. Vous la racontez, c'était très drôle. Très drôle. Je vais vous laisser la raconter, mais vous arrivez chez lui, et cet homme doux, pacifique, avait une arme. Il y avait une arme posée à côté sur de la table. Moi, sur la table, une arme à feu, un revolver. Et moi, qui ai pour les armes à feu une aversion que vous devinez, je me suis trouvé très gêné. Et Hergé me limite dit, malaise. mais enfin, monsieur, vous savez que nous sommes en danger. Vous n'avez rien remarqué en entrant dans la maison? Non, rien remarqué. Et à ce moment-là, le chat de la maison traverse le salon. Il prend le revolver et il tire sur le chat. C'était un revolver à eau, n'est-ce pas? Et je vois Fanny, sa femme, qui dit « Écoute, Georges, tu as encore inondé le salon. Et oui, j'ai encore raté le chat. » C'était toute la facétie voilà, c'est ça. De cet homme-là. C'est l'homme de l'humour. Vous terminez en disant « À sa mort, j'appris que je vivrais seul. » Oui, c'est ça. C'est beaucoup dire, peut-être. Oui. Si ça, c'est pas de l'hommage c'est un hommage, et de l'amour. Oui. Nous étions très amis, voilà. C'est pas ce que c'est. Donc il est parmi les anges maintenant, cet homme-là. Je l'espère aussi. Vous croyez aux anges? J'ai écrit un livre là-dessus. Alors précisément. Parlons-en, si vous voulez. Parlez-en. La légende des anges, c'est pas forcément tous les anges auxquels nous penserions, nous, spontanément. Voilà. Dans vos anges, vous en avez choisi 3. Oui. Hermès. Oui. Je l'avais promis en début d'émission. Gabriel, là ça nous parle bien, et Turing, l'inventeur de la première oui, je parle des 3 machine. Pourquoi des anges, ces 3-là? Pourquoi les associer? D'abord, pourquoi les anges? Hermès, c'est le messager. Oui, Hermès, c'est le messager, ça s'appelait Angelos en grec, ça c'est facile, c'est très simple. Ça, je vois bien. Mais ce pourquoi je parle des anges, c'est la chose suivante. C'est que depuis les années dont nous avons parlé à propos de l'âge doux, vous voyez, où les nouvelles technologies apparaissent, ces nouvelles technologies transforment tous les métiers. Vous l'avez remarqué? Beaucoup de métiers ont été bouleversés par ça. Pourquoi? Parce que c'est les relations entre les hommes qui sont en train de changer, à la fois dans l'espace, dans le temps, etc. Et la rapidité des messages, l'immédiateté des messages, etc. Et par conséquent, chaque fois que je lis des textes d'angélologie du Moyen-Âge, je m'aperçois qu'on peut les traduire presque terme à terme dans des termes d'informatique aujourd'hui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'ange, c'est le messager. Et c'est le messager foudroyant, immédiat, qui change les aventures humaines, parce qu'il amène du nouveau. Vous voyez? Comme Gabriel pour l'Annonciation, par exemple. Et donc... c'est l'ange des bonnes nouvelles, Gabriel. Oui, c'est ça. Donc je me suis aperçu, si vous voulez, qu'on peut réécrire
la légende, l'angélologie, en termes parfaitement contemporains, parce que précisément beaucoup de métiers qui étaient autrefois des métiers de force, qui étaient des métiers de production, etc., sont devenus des métiers de communication et des métiers d'ange. Et d'ailleurs, vous avez choisi un conte moderne, enfin le biais d'un conte moderne pour nous parler. Hein. Il y a du texte et de l'iconographie. On va revenir sur l'iconographie dans 2 secondes. Mais vous êtes passé par un média, vous aussi, Michel Serres. Bien sûr. Vous voulez dire quoi dans ce média? Vous voulez dire le livre? Par le livre et par le conte moderne aussi. Et par le conte moderne. Alors évidemment, c'est de Turing que vous parlez, sans doute là. Alors Turing, chaque ordinateur aujourd'hui est appelé machine de Turing. Et cet homme, Turing, a eu un destin extraordinaire. Dramatique aussi. Dont on ne parle assez peu, parce qu'il était professeur d'arithmétique dans un petit collège anglais. Il a été recruté à l'amirauté britannique au moment de la déclaration de guerre, et il a été confronté à un problème majeur, qui était de décrypter les messages secrets de l'amirauté allemande ou nazie. Vous voyez. Et au miracle, il a réussi. Il a réussi à un moment à décrypter la totalité des messages secrets de l'armée allemande. Et toute la stratégie des Alliés à ce moment-là a été de cacher aux Allemands qu'ils savaient... Bien sûr. Qu'ils avaient un train d'avance. Qu'ils avaient un train d'avance. Bien sûr. Et donc, souvent, je me dis, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale? En grande partie, c'est Turing lui-même qui a changé. Donc, la guerre se termine, comme vous le savez, et Turing revient à son travail du début, professeur d'arithmétique dans tel collège. Très bien. Et un jour, quelques temps après, il va à l'équivalent du commissaire de police en Angleterre. J'ai été cambriolé. Et le commissaire ou l'équivalent lui demande, mais vous avez quelques soupçons de qui vous a cambriolé? Oh oui, dit-il, j'ai pas de soupçons, j'ai une certitude, c'est mon amant. Votre amant? Et vous savez, lui dit l'équivalent du commissaire, que l'homosexualité est gravement punie en Angleterre. Et curieusement, il a été passé en jugement et condamné pour homosexualité à cette époque-là, alors qu'il avait sauvé son pays. Et comme il n'a pas supporté le traitement qu'on lui a donné, il s'est suicidé en croquant la pomme que vous trouverez dans Apple. C'est la pomme croquée d'Apple. Il s'en est défendu longtemps, Steve Jobs. Il a fini par reconnaître que c'était la pomme de Turing. C'est la pomme de Turing, bien entendu. Et donc, l'Angleterre a mis à mort son sauveur. Mais c'est un grand classique de l'histoire de mettre à mort son sauveur. Oui, finalement, mais on en a crucifié nous avons fait pareil avec pour moins que ça. On a fait pareil avec Lavoisier à la Révolution française. Oui. Non, nous ne sommes pas sans péché pour accuser les voisins. Mais là, il y a une chose extraordinaire. Et donc, comme toute machine informatique est une machine de Turing, je prends Turing pour un héros, en effet, de cette époque-là. Un ange. Eh bien, allons-y, un ange. Oui. C'est-à-dire, le premier, c'est l'ange des religions archaïques. Gabriel est l'ange de notre religion moderne. Et Turing serait alors l'ange de l'âge doux dont je parle aujourd'hui. Vous voyez, l'âge doux dont je parle dans le livre sur la philosophie de l'histoire. Et si un jour viendra un 4e ange, dans les meilleurs de vos rêves, il ferait quoi cet ange-là? Dans ce cas-là, cher ami, il ne faut pas s'adresser, je crois, à Michel Serres. Ah mince. Il vaudrait mieux s'adresser à Madame Soleil. Madame Soleil doit mieux répondre à cette question que moi, je crois. Parce que pour deviner l'avenir, autant on peut être lucide sur les temps contemporains, autant on peut deviner plus ou moins la direction que prendra telle et telle tendance, autant dire cela se passera ainsi. C'est trop dangereux. Mais vous êtes optimiste? Je suis optimiste, bien sûr. Oui, fondamentalement. Fondamentalement, oui, parce que je l'explique en termes exprès tout au long du 3e chapitre de mon livre sur le Samaritain, mais j'ai des raisons de l'être, ça c'est sûr. Oui. Michel Serres, je vous ai demandé d'amener un objet. Oui. Est-ce que vous avez pensé à amener cet objet, Michel Serres? Oui, j'ai. D'accord. Voilà. Alors. Il est caché où? Il n'est pas caché. Je vais vous le dire, cet objet.
vous avez lu L'oreille cassée de Tintin et non, Milou. mais j'ai lu tous les Tintins, comme tous les gens qui nous regardent. L'oreille cassée, comme tous les gens très cultivés. intéressant parce que ça vous a permis de développer encore plus votre théorie Voilà. sur le fétichisme. Alors, c'est ça. Alors, vous vous rappelez le fétiche. Oui. Le fétiche a été volé, oui. le fétiche a été cherché, le fétiche a été caché, le fétiche a été retrouvé. Il a été multiplié aussi. Il a été multiplié. Et puis à un moment, quand on a retrouvé le vrai, on était sur un bateau et il y a eu une mauvaise manipulation, il tombe par terre. Bon. Et il se casse à 1000 morceaux. Oui. Et il laisse partir, vous vous rappelez, 1000 pierres précieuses, etc. Alors, et puis, quelques cas après, il reparaît sur son socle au musée ethnographique. Et vous vous rappelez comment il reparaît sur son socle? Et c'est celui-là que je vous amène. Il reparaît complètement rafistolé, bricolé, avec des fils de fer, avec des nœuds, avec des sparadraps, avec des éclisses, avec des plaques, etc. Et ça m'intéresse. Cet objet m'intéresse. Et il m'intéresse pourquoi? Il m'intéresse parce que c'est ça l'organisme vivant. L'organisme vivant, ce n'est pas un système, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas un système harmonieux où tout se répond parfaitement. Pas du tout. Pas du tout. C'est que l'évolution a amené l'œil à tel endroit, a amené le cerveau à tel endroit. Mais il vient d'où l'œil? Il y a des parties qui viennent de très loin, très archaïques, d'autres parties qui viennent de très récents, etc. Donc, notre corps est complètement bricolé, rafistolé, vous voyez? Et donc, le fétiche rafistolé, bricolé, pas le bon, mais celui qui est cassé et remis en morceaux, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie, vous voyez? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on tombe malade parfois et que finalement on meurt. Autrement, si on était un système parfait, on serait éternel, bien entendu, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc le fétiche, c'est ça. Le fétiche, mais plus que ça, il y a des gens qui critiquent beaucoup l'Europe en ce moment. Hein? Et vous en avez parlé au début à propos des migrants. Et je repense toujours à mon fétiche, moi. Et je pense toujours à cet organisme vivant qu'il représente de façon réelle, précise et exacte. Et je n'aime pas, moi, les systèmes politiques parfaits, bien faits, unitaires, etc. Ça me rappelle trop, moi, le fascisme, ça me rappelle trop le nazisme, ça me rappelle trop Lénine, Staline, etc. C'est des systèmes parfaits. Tous les ismes. C'est ça. Tandis que les systèmes qui sont un peu bricolés, mal faits, etc., qu'il faut rattraper. Alors il y a le Brexit, alors est-ce qu'il va fonctionner? Non, on ne sait pas. Peut-être elle va rester, peut-être elle ne va pas rester, etc. J'adore ça. C'est-à-dire, c'est des systèmes humains. C'est des systèmes vivants. Voilà. C'est de vrais systèmes et qui ne prendront jamais la vie de personne. Vous voyez, les systèmes unitaires, c'est des systèmes cruels, des systèmes qui amènent à la mort, qui amènent à la destruction. Tandis que voilà, c'est le système. Voilà. L'Europe, c'est mon corps, et mon corps, c'est le fétiche rafistolé. Ah ben écoutez, c'est la première fois qu'on m'amène un objet aussi étonnant et rendu aussi présent. Tout ça, voilà. Parce qu'on le voit, voilà, ce fétiche. Vous le voyez, ce fétiche rafistolé. Je le vois totalement. Et vous le voyez, et c'est mon corps. Mon corps est plus rafistolé que le vôtre, parce que plus on vieillit, plus on s'aperçoit qu'on est rafistolé. Ça, c'est certain. Je ne sais pas. Et les corps intérieurs aussi. Et puis l'Europe aussi, politique. C'est-à-dire, j'aime bien les systèmes comme ça, voilà. Les systèmes bricolés. Voilà. D'ailleurs, François Jacob disait un jour à côté de moi, je m'appelle à l'Académie, tu sais ce que c'est, Michel, qu'un système nerveux? Oh, c'est très simple, c'est un ordinateur qui est porté par une brouette. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont récentes, le cerveau, et des parties qui sont très archaïques, etc., qui sont des brouettes. Et par conséquent, voilà, la brouette qui tient l'ordinateur, c'est ça le fétiche Rambaya. Ah, je donnerais cher des fois pour une petite souris à l'Académie française pour entendre ce genre de réflexion. Vous avez dans cet objet mes 3 livres à la fois. Vous voyez, exactement. Et est-ce que vous avez pensé, Michel Serres, à m'apporter aussi une citation? Alors, Dieu sait que vous en avez beaucoup certainement qui vous traversent, qui vous habitent, mais une particulièrement que vous avez envie de nous livrer, puis après, moi, j'en ai une pour vous. Oui, je veux bien vous dire quelque chose. À force d'avoir des relations avec mes étudiants que j'ai beaucoup aimés, respectueusement, avec mes enfants, mes petits-enfants, etc., je me suis aperçu de la phrase suivante que je vous livre. Qu'est-ce que la science? La science,
c'est ce qu'un vieux apprend à un jeune. Qu'est-ce que la technologie? C'est ce qu'un jeune apprend à un vieux. Voilà ma citation. Qu'est-ce que la science? C'est ce que les parents enseignent aux enfants. Oui. Qu'est-ce que la technologie? C'est ce que les enfants apprennent aux parents. Vous avez remarqué? Oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans une période très intéressante où le côté pédagogique, ou le couple pédagogique enseignant-enseigné, est en train de se transformer finement par ce que je viens de vous dire. Parce que côté science, il faut bien que Koentanuji m'enseigne la physique quantique auquel je ne comprends rien, donc c'est mon maître. Mais d'autre part, lorsque j'ai un petit pépin avec mon ordinateur, j'appelle qui? Oh, j'appelle mon petit-fils. Allô, Josué, tu pourrais m'arranger ça? Oh, Michel, je ne viens pas, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah, merci beaucoup, au revoir. Oui, c'est pas que descendant comme et avant. Non, et non. Ouais. Ouais. Vous savez, ça me rappelle une phrase, mais vous devez la connaître. Je ne sais pas du tout de qui elle est, ça doit être un peu de sagesse populaire. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. C'est peut-être bien dans l'autre sens. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Elle est peut-être plus si vraie que ça, cette phrase aujourd'hui. Et non, elle est moins vraie, parce que vieillesse peut pas mal, et jeunesse c'est beaucoup. Ouais. Et justement, elle n'est pas si vraie en raison de ce que je viens de dire. Voilà. Parce que, évidemment, le couple pédagogique vient de se rééquilibrer. Du côté du savoir, c'est dans un sens. Du côté de la technologie, c'est sûrement dans l'autre. Alors moi, ce n'était pas cette citation-là que j'avais préparée pour vous. J'en avais préparé une autre qui vient direct de la Bible. Hein. Oui. Vous allez vite la reconnaître. Un personnage assez connu qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je connais ce personnage, en effet. Et vous connaissez cette phrase aussi, j'imagine. C'est une phrase qui incarne une vérité pour vous. « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Vous lui donnez quelle crédibilité à cette phrase? Je crois que l'important de cette phrase, contrairement à ce qu'on croit, c'est le bon chemin. C'est-à-dire que nous avons parlé des migrants tout à l'heure, vous voyez. C'est-à-dire nous sommes tout le temps nous sommes en voyage. Et c'est le mouvement du voyage qui produit la vérité. Et c'est le mouvement du voyage qui révèle la vie, vous voyez. Et je crois que le bon chemin, c'est ça. Homo viator, comme on disait. L'homme est en train de voyager. L'homme est toujours en train de bouger. C'est son propre véhicule, en fait. C'est que l'homme n'est pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est toujours en dehors de lui. Il est hors là. Et il va quelque part. Il va quelque part. Et je n'ai pas fini je n'ai pas fini ma route. Et cette route-là, peu à peu, fera ce qui sera ma vérité, si elle existe un jour. Mais ce sera certainement ma vie. Voilà. Et c'est le chemin le plus important. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez autre chose encore, Michel Serres. D'ailleurs, excusez-moi, oui, je vous en prie. La personne qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie est-ce que vous avez remarqué que dans les écrits qui décrivent sa vie, qui s'appellent les évangiles, il n'y a pas une seule fois le mot « maison ». Pas une seule, sauf des maisons chez qui il va. Oui, voilà. Des maisons à lui, il n'y en a pas. Ouais. Par conséquent, il est tout le temps en chemin. Il est l'homme qui va. Il est tout le temps en chemin. Jésus, il est tout le temps sur les chemins de Galilée avec ses copains, ses apôtres. Enfin, il a mis du temps à démarrer quand même. Oui, il a quand même vécu 30 ans. Mais enfin, dans sa vie, dans la vie telle qu'elle est décrite dans les évangiles, il n'y a pas une seule fois le mot maison à lui. Par conséquent, il n'habite pas. C'est un SDF. Donc il est en chemin. Et c'est le chemin le plus important. Il n'y a pas le mot maison. Et je voulais que vous nous expliquiez, il nous reste 8 bonnes minutes, Michel Serres, pourquoi vous prenez le ciel étoilé, la nuit étoilée comme modèle de notre savoir, alors que moi j'étais quand même restée bien stockée sur la caverne de Platon. Oui. J'aimerais bien, pourquoi vous renversez ce modèle-là, qui était un modèle à peu près acquis par tout le monde, cette caverne de Platon, pardon. Et pourquoi vous nous faites lever les yeux vers la nuit étoilée? Voilà, pour deux raisons. La première raison, c'est que si on prend le soleil et la journée comme modèle de la vérité, il n'y a qu'une vérité, c'est le soleil. Et ce n'est pas vrai, il n'y a pas qu'une vérité. Il y a des milliards de vérités. Et ces milliards de vérités sont représentés par la totalité des constellations de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. Et d'autre part, quand vous prenez le soleil et la journée comme modèle de la connaissance, il n'y a pas de non-connaissance. Donc il n'y a pas de progrès. La vérité vous est donnée d'un coup. Tandis que dans la nuit, tous ces milliards de vérités sont sur un fond noir, et ce fond noir, c'est vers quoi je vais pour essayer de comprendre.
Donc il y a du non-savoir qui me promet encore un savoir nouveau. Vous voyez. Par conséquent, le vrai modèle de la connaissance, c'est vraiment la nuit étoilée et non pas le jour. Le jour s'appelle l'idéologie et elle peut être cruelle, elle peut être affreuse. Le fait qu'il n'y ait qu'une vérité est abominable, abominable. Ça s'appelle l'intégrisme. Ça s'appelle l'intégrisme. Et au nom de l'intégrisme, on tue, on massacre. Vous voyez. Tandis qu'il y a des milliards de vérités. Tenez, je vais vous dire. On ne comprend pas, on ne sait pas, on n'estime pas assez l'avantage qu'a eu la religion chrétienne d'avoir eu à se battre sans arrêt depuis des siècles contre Galilée, contre Giordano Bruno, contre Darwin, contre etc. Et peu à peu, elle a dû reculer et elle s'aperçoit que oui, le Soleil est au centre du système solaire, oui, il est à l'extérieur de la galaxie, oui, il y a eu des fossiles, oui, il n'y a pas Adam et Ève, oui, etc. Donc elle a dû reculer, elle a dû feuilleter sa vérité. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, elle est arrivée à dire, oui, il y a des vérités. L'abbé Lemaître disait, il y a ma vérité astronomique et puis il y a la vérité de ma foi. Donc, il y a un feuilletage de la vérité, c'est-à-dire le ciel étoilé. Ça c'est un progrès gigantesque, gigantesque. Tandis que les religions qui n'ont pas eu à se battre contre la science ont gardé une seule vérité. Et c'est pour ça qu'elles tuent. Vous voyez. Et donc, là aussi, dans cette histoire des sciences, si vous voulez, cette histoire du rapport entre la science et la religion, on peut revoir ce ciel étoilé comme motif fondamental. Ce ciel étoilé, je vous écoutais parler, Michel Serres, et d'un seul coup, je n'ai pas vu de photo de vous à l'âge de 6-7 ans, mais je vous imagine très bien dans votre sud-ouest natal, gamin, 7-8 ans, en train de lever les yeux vers ces étoiles. Ce petit gamin, ce petit Michel Serres, vous lui diriez quoi aujourd'hui si vous pouviez le croiser au coin de la rue ? Vous auriez envie de lui dire quoi pour sa vie qui vient ? Je n'ai pas tellement l'habitude de venir vers mon enfance. C'est vrai ? Mais ce petit enfant-là ne vous accompagne plus du tout ? Non. Mais enfin, si vous m'y ameniez, c'est pas vers les étoiles que je me retournais à cette époque, c'était que j'étais un enfant de la Garonne. Oui, donc en barque. Et donc pour moi, toute la vie, c'était le fleuve, parce que mon père avait un bateau, et on habitait sur le bateau, et on était des gens de l'eau. Des gens de l'eau. Et puis, quand ce petit enfant est devenu un peu vieux, il a voulu faire un tout petit peu mieux que son papa. Alors, il est rentré à l'école navale pour être un vrai marin. Mais ne croyez pas que les marins de la mer soient meilleurs que ceux qu'ils méprisent sous le nom de marin d'eau douce. Un marin d'eau douce est beaucoup plus raffiné qu'un marin de haute mer. On va dire au capitaine Haddock. Beaucoup plus, parce que chaque fois qu'on navigue sur un fleuve, il y a toujours des emmerdements, à cause des rives, à cause des inondations, à cause du changement des trucs. Et alors, vous lui diriez quoi à ce petit gamin ? Parce que là, vous tournez avec la barque sur la Garonne, mais vous lui diriez quoi, Michel Serres, à cet enfant ? Continue de nager. Ah, continue de nager. Continue de nager, voilà. Ouais. C'est ce que vous avez... C'était pas un gamin, celui-là, c'était un poisson. Ah bon ? Très différent, oui. C'était un poisson. Et l'odeur de votre enfance, quelle est-elle ? C'est l'odeur de l'eau de la Garonne, de l'eau ça remonte tout de suite, peu fade, comme ça, de l'eau douce, oui. Ouais. Je suis un enfant de l'eau, j'ai toujours été un homme de l'eau. D'ailleurs, je dois bien vous l'avouer, je suis en plein décalage horaire parce que j'arrive du Cap Horn. Je peux mourir maintenant. Je suis un vrai marin, j'ai vu le Cap Horn. Vous êtes un capornier, vous pouvez mourir. Voilà. On peut pas trop tôt quand même rester un petit peu avec nous. On a quand même encore beaucoup de choses à apprendre de vous. Est-ce qu'il y a des sujets, Michel Serres, que vous n'avez pas encore abordés d'un point de vue philosophique, maintenant que vous avez pu vos étudiants à Stanford, parce qu'à 85 ans, il était temps de prendre votre retraite, est-ce qu'il y a des sujets que vous allez attaquer prochainement, qui vous taraudent, qui vous titillent ? Je ne peux pas vous le dire parce que c'est difficile de souffler sur un feu qui est en train de monter. On risque de l'éteindre. Je veux bien vous le dire si vous voulez. Oui, on est à confesse. J'ai eu beaucoup de culot de prendre le risque de faire un livre sur la philosophie de l'histoire. Ça part avec un gros recul. J'ai eu beaucoup bon... J'ai pris mes risques. Bon, c'est fait, c'est fait. Je voulais le faire, c'est fait. Je ne voudrais pas mourir sans faire un livre sur la religion. Voilà. Je ne voudrais pas mourir. Vous avez dit quoi ? La religion ou les religions ? La religion.
la religion. Donc non vous pas allez... les religions. Je ne suis pas historien des religions. Oui. Oui. Sur la religion. Qu'est-ce que c'est que le religieux? Oui. Voilà. Qui est déjà un thème qui est transcendantal à pas mal de vos livres quand même. Oui, On le retrouve quand oui, même de part et d'autre. souvent, oui. Mais je voudrais en effet faire ça. Peut-être je n'aurai pas la force, peut-être je n'aurai pas le temps, mais j'espère que j'aurai assez de temps pour mener ce travail à bien. Ah oui, faites-le. Alors ça va être très très intéressant. Ah bah voilà, vous reviendrez une troisième fois dans VIC. Et vous ne le direz à personne. Mais bien sûr que non. Tous nos téléspectateurs et auditeurs sont parfaitement complices. Tout le monde se taira, voilà. Évidemment. On appelle ça un média, Michel Serres. Oui, je sais. Alors je voudrais rappeler votre triple actualité, et puis il y en aura sûrement d'autres. Donc tout est aux éditions du Pommier, comme ça c'est plus simple. Darwin, Bonaparte et le Samaritain, une philosophie de l'histoire par Michel Serres. Michel Serres, Hergé mon ami, ça c'est vraiment un livre émouvant. Outre le fait que c'est très réussi en termes de livres aussi, il est vraiment émouvant. Et dans les images que vous avez choisies, parce qu'il faut aller en choisir comme des planches chez Hergé, et dans les textes. Et puis la légende des anges, donc un conte moderne pour nous raconter aussi notre société, donc vu par trois anges, Hermès, Gabriel et Turing. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Michel Serres? Donc de faire votre livre sur la religion, ça c'est certain. Oui. Mais sinon, dans la vraie vie, pas dans la vie du philosophe, dans la vie de l'être humain. Que le fétiche rafistolé ne se défasse pas trop vite. Alors, que le fétiche bricolé ne se débricole pas trop vite. Voilà. On sera nombreux à venir remettre du scotch quand même. Parfait, venez mettre du scotch. Et quelques agrafes. Voilà. Merci infiniment. On vous le souhaite tous, en tout cas. Je pense que les téléspectateurs se joignent à moi. Et je voudrais dédier tout simplement cette émission à Hergé et puis à René Girard. Oui, si vous voulez. Vos deux amis de cœur, si vous êtes d'accord. Merci, Michel Serres. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, Michel Serres qui dédicace notre livre d'or et son équipe. Joyeux Noël à vous, Emmanuel, et à tous ceux qui nous ont aidés dans cette émission. Merci, voilà. Michel. Merci beaucoup. Parfait.